J'en ai encore la respiration coupée, cette histoire m'a littéralement retourné les tripes. Que l'on découvre cette œuvre en format papier ou en livre audio, l'expérience est un véritable uppercut. On parle de La joueuse de Go de Shan Sa. C'est une plongée vertigineuse dans l'affrontement psychologique entre le fanatisme patriotique et une passion indicible, magnétique. Le personnage central, c'est une lycéenne mandchoue de 16 ans, une prodige insolente d'un jeu de stratégie millénaire, et on atterrit directement au milieu de la place des Mille Vents, dans le fracas sec des pierres sur le damier, au moment exact où le monde bascule. C'est le paradoxe absolu, en fait, cet amour fou et muet entre une victime rebelle et l'envahisseur programmé pour la détruire. C'est complètement fou, n'est-ce pas, hein? Ah ouais, c'est vertigineux. Surtout que le décor est littéralement mortel. La Chine s'effondre sous les bombes, la torture et le sang de l'invasion japonaise de 1937. Ça transforme vraiment chaque coup sur ce damier en une question de vie ou de mort. Parce que plonger dans cette atmosphère, c'est d'abord ressentir un contraste sensoriel permanent. On est en Mandchourie dans les années 30, il y a ce froid mordant, la neige qui fige absolument tout. Et cette tension géopolitique qui gronde comme un orage lointain. Exactement, mais au cœur de la ville de Xinjiang, sur la place des Mille Vents, le temps semble complètement suspendu. On a des tables de granit froid, des joueurs immobiles. Concentré à l'extrême. Ouais. Le bruit sec de pierres d'agate et d'ardoise masque presque le vacarme des armées en marche. C'est une véritable bulle de silence, en fait, une forteresse mentale au milieu du chaos. Ce qui fait d'ailleurs curieusement écho à notre époque moderne. Ah, c'est vrai. Tu vois, quand le monde extérieur est trop terrifiant, quand l'actualité est saturée de tragédies, notre instinct, c'est de nous construire un refuge. Un espace restreint et contrôlable pour échapper à ce sentiment d'impuissance. Et cette notion de sanctuaire est cruciale pour saisir l'attention de l'époque. La Mandchourie de 1937, c'est une vraie poudrière. On assiste au frottement douloureux et ultra-violent entre deux mondes incompatibles. Un choc frontal. Totalement. D'un côté, une Chine profondément féodale, très ancrée dans des rituels stricts qui tentent péniblement de s'éveiller à la modernité. Et de l'autre, on a un Japon impérialiste animé par une idéologie militariste d'une brutalité mécanique et complètement froide. L'atmosphère entière rappelle de manière foudroyante la métaphore d'un célèbre poème d'Issa. Lequel? Celui qui dit « En ce monde, nous marchons sur le toit de l'enfer et regardons les fleurs ». Tout est là en fait. La beauté fugace de l'instant, l'art, la réflexion intellectuelle posée sur ce damier, alors que juste en dessous, la plaque tectonique de la civilisation est en train de se fracturer dans le sang. Et au centre de cette ligne de faille, il y a notre héroïne. Elle se fait appeler Chant de Nuit. C'est une adolescente de 16 ans à peine, mais qui dégage une aura écrasante. Intimidante même. Ouais, vraiment. Elle est issue d'une famille aristocratique en plein déclin, enfermée dans les traditions étouffantes de son rang. Il y a cette métaphore incroyable qui la décrit comme un rouleau de soie cramoisi au fond d'un coffre. C'est très imagé. Et c'est exactement ça. Elle étouffe sous le poids des attentes liées à son genre et à son époque. Du coup, sa rébellion ne passe pas par des grands discours politiques. Elle la matérialise directement sur le damier. Elle défie des hommes à un jeu très masculin. Des hommes de pouvoir, des lettrés, des adversaires bien plus âgés qu'elle et pétris de certitude. C'est censé être l'apanage strict de l'intellect masculin, le go. Et elle les écrase, un par un. Il y a presque une dimension jubilatoire à voir l'ego masculin se faire méthodiquement démanteler en public par une lycéenne. Surtout qu'elle ne daigne même pas prononcer un mot. Jamais Bethélie, elle déteste le bavardage, elle est convaincue que les mots sont des pièges. Et ce rejet des mots trouve sa parfaite expression dans le choix même du jeu de Go, dont la mécanique est souvent très mal comprise. C'est pas comme les échecs, on est d'accord. Ah, pas du tout. Les échecs, c'est profondément hiérarchique, c'est presque féodal en fait. Il y a un roi à abattre, c'est une guerre de destruction ciblée. Le Go, en revanche, ça commence sur un plateau entièrement vide. Il ne s'agit pas d'assassiner la pièce adverse. Il faut construire. Construire des territoires, créer des formes vivantes et, in fine, encercler l'autre. C'est une philosophie de la coexistence forcée et de l'étouffement stratégique. Et cette mécanique, c'est le miroir absolu de l'invasion militaire japonaise sur le sol chinois. Mais c'est aussi de façon vertigineuse la métaphore de la relation qui va naître entre eux. Ils s'encerclent mutuellement. Jusqu'à ce que l'un des deux manque d'espace pour respirer. Et la dynamique de cet encerclement prend tout son sens quand on observe la proie, ou plutôt le chasseur. Face à cette jeune fille silencieuse, l'adversaire qui finit par s'asseoir, c'est un jeune officier japonais de 24 ans. Un profil très particulier.
Il est en mission secrète, déguisé en civil chinois pour espionner la place et repérer les résistants. C'est un homme que l'on pourrait vraiment définir comme un samouraï de métal. Il est rigide, formaté, obéissant. Mais ce qui rend l'architecture de ce personnage si fascinante, c'est d'où vient cette froideur. Il n'est pas né monstre. Non, il a été forgé ainsi, par une tragédie intime immense. Son histoire personnelle est vraiment la clé de voûte de son comportement. Son basculement psychologique remonte à loin. Au grand séisme de Kanto en 1923 au Japon. C'était une catastrophe apocalyptique où il a perdu son père sous les décombres. Et face à ce trauma d'un enfant livré à lui-même dans un monde en ruine, c'est la machine impériale japonaise qui est intervenue pour combler le vide. L'armée l'a avalé. L'armée est devenue sa seule famille. Elle a remplacé la tendresse par la discipline de fer, le deuil par le nationalisme fanatique. Il a été programmé, littéralement vidé de sa vulnérabilité pour devenir une arme parfaite au service de l'empereur. Il ne connaît rien d'autre. Rien. Sa vie entière tourne autour de la caserne, de l'obéissance aveugle et de l'exutoire brutal des bordels militaires. Il est conçu pour la mort et la conquête. C'est un homme qui marche avec une armure psychologique d'une épaisseur inouïe. Et pourtant, l'instant de leur première rencontre fait voler cette armure en éclats, et de la manière la plus silencieuse qui soit. Faut s'imaginer la scène, elle est fascinante. Il s'assoit face à elle, s'attendant sans doute à affronter un vieux maître chinois stoïque. Et il tombe sur cet ado. Voilà, aucune présentation, pas une syllabe n'est prononcée. Le simple parfum de la jeune fille, sa prestance très mélancolique, tout ça vient percuter violemment ce militaire endurci. Le choc est immédiat. Et le malaise s'installe quand elle joue. Elle déploie une stratégie super agressive, imprévisible. Lui-même la juge perverse. Sans un seul regard appuyé, elle prend le contrôle psychologique de l'échange. C'est à ce moment précis que le silence devient le véritable moteur de tout ce qui se passe. On est dans une époque saturée par la propagande haineuse. Où chaque mot peut te faire tuer, exactement. Le moindre mot prononcé peut valoir une exécution sommaire ou révéler une identité ennemie. Donc le langage parlé est mort. Mais le son mat des pions d'agate et d'ardoise frappant le granit devient leur nouveau vocabulaire. C'est leur conversation. C'est leur conversation intime, d'une intensité folle. Sans la barrière des mots, ils sont complètement dépouillés de leurs étiquettes sociétales. Elle n'est plus la chinoise rebelle, il n'est plus l'envahisseur japonais. Ce sont juste deux esprits brillants. Qui se mettent à nu sur une grille géométrique. C'est une tension émotionnelle et intellectuelle poussée à son paroxysme, mais une romance dénuée de tout cliché, façonnée uniquement par la stratégie. Seulement voilà, le problème de cette bulle hors du temps, c'est que la brutalité de la guerre est jalouse. Elle finit toujours par s'infiltrer. L'étau se resserre sur la ville, et on est forcé de regarder comment la terreur agit sur l'entourage de la jeune fille. Parce qu'il y a d'autres personnages autour. On fait la connaissance de ses amis, Min et Jing. Ce sont deux étudiants farouchement engagés dans la résistance clandestine. Min est éperdument amoureux de Chant de Nuit. Il représente la flamme de la jeunesse, cet idéalisme pur qui refuse toute compromission. La beauté de la jeunesse innocente. Mais en temps de guerre, cet idéalisme se heurte à une réalité qui broie la chair et les os. Et le contraste entre Min et Jing offre une analyse psychologique vraiment brillante de la façon dont le trauma de la guerre démantèle l'étrement. Face à la terreur absolue, on voit que les réactions ne sont pas du tout uniformes. L'idéalisme de Min agit comme un bouclier mental, mais c'est un bouclier illusoire face aux balles. Ça ne le protège pas. Il finit arrêté et fusilé dans l'obscurité. Son courage est récompensé par la mort pure et simple. Et Jing alors, c'est terrible. Jing illustre une réalité beaucoup plus dérangeante et taboue. La peur viscérale de la torture a raison de lui. Son esprit se fracture complètement. Pour survivre, il trahit ses convictions. Il livre ses propres camarades et finit par revenir vers Chant de Nuit comme une ombre pitoyable. En mendiant un pardon impossible. C'est une démonstration glaçante que la guerre ne forge pas le caractère. Elle se contente de révéler le point de rupture de chacun. C'est très juste. Et ce concept de point de rupture, on le retrouve de manière totalement inattendue chez le soldat japonais lui-même. C'est ce qui rend l'évolution de ce personnage si captivante. Ce militaire d'élite, obnubilé par la discipline, commence à dérailler psychologiquement de l'intérieur. Son obsession prend le pas sur tout. Elle prend le pas sur sa mission. Il en arrive à un stade où il sacrifie délibérément ses propres parties de go. Il commet des erreurs stratégiques exprès. Pour un joueur de ce niveau, c'est impensable. C'est se tirer une balle dans le pied. Il blesse son propre orgueil de joueur uniquement pour étirer le jeu sur plusieurs jours.
Il veut s'assurer d'avoir un prétexte imbattable pour revenir s'asseoir face à elle le lendemain. Il se ment à lui-même en se persuadant qu'il surveille la place pour l'armée. Mais la vérité est tellement plus profonde. C'est un autosabotage qui agit comme un appel au secours subconscient. Il essaye de sauver son humanité. En perdant exprès, il refuse de conclure l'affrontement. Il refuse de refermer cette parenthèse d'intimité silencieuse. La discipline martiale qui a tenu sa psyché en un seul morceau depuis le séisme de 1923, elle est en train de se dissoudre. Pendant ce temps-là, ses troupes massacrent la ville. Il observe les exactions, il participe aux tueries, mais son cerveau se dissocie. Les cadavres glissent sur sa conscience, car son esprit est entièrement focalisé sur le souvenir des mains de cette jeune fille. Manipulant les pierres sur le damier. Exactement. Il cherche désespérément une raison de ne pas être uniquement une machine à tuer. Sur ce carré de granit, le conquérant impitoyable capitule émotionnellement. Seulement, la poésie du jeu ne pèse pas lourd face à la poudre à canon. Le récit bascule dans le chaos absolu quand l'offensive japonaise majeure est lancée. C'est l'embrasement de la région. Champ de Nuit est brutalement arraché à sa routine et jeté sur les routes glaciales de l'Exode. L'enfer sur Terre. La description de cette fuite vers le sud est terrifiante. C'est la faim, le froid mortel, les corps abandonnés sur les bas-côtés, les bombardements aléatoires qui effacent des vies en un prignement d'œil. Mais au milieu de ça, alors que son monde s'effondre littéralement, la douleur la plus aiguë de la jeune fille se situe ailleurs. C'est presque irréel. Son cœur est brisé non pas par la perte de son pays, mais par l'absence. Elle n'a qu'une seule obsession délirante, faire demi-tour, retourner sur la place des Mille Vents, au milieu des ruines, pour retrouver cet inconnu. Et c'est là que l'intensité de cette histoire culmine, dans ce décalage psychologique de dingue. C'est une ironie tragique poussée au maximum. Cette adolescente est prête à braver un champ de bataille pour retrouver l'homme qui hante ses pensées. Sans savoir qui il est. Elle ne se doute pas un seul instant que cet inconnu silencieux est le commandant des troupes qui massacrent son peuple en ce moment même. La façon dont c'est raconté est brillante car ça place celui qui plonge dans l'histoire dans une position d'omniscience insoutenable. On sait tout. Les chapitres alternent systématiquement. On respire l'espoir et la révolte naissante dans l'esprit de la jeune fille, et boum, la page suivante, on est enfermé dans le crâne de l'officier. On entend le claquement de ses bottes. Et la brutalité des ordres de mise à mort qu'il dicte. On regarde deux trains lancés à pleine vitesse sur la même voie, impuissant face à la collision imminente. On a le souffle court, on sent le piège se refermer à chaque changement de perspective. La fuite vers le sud tourne court. L'armée impériale japonaise verrouille la région entière et prend le contrôle total de la ville. Il n'y a plus d'échappatoire. Les espaces de liberté se sont évaporés. La jeune joueuse prodige est prise au piège dans les filets des occupants. La confrontation finale est inévitable. Le moment où la réalité sanglante de la guerre va percuter la bulle sacrée du damier est arrivé. Les masques vont obligatoirement tomber. La tension te prend vraiment à la gorge. Que se passera-t-il lorsque la jeune Mandchou lèvera les yeux et réalisera que l'homme avec qui elle a partagé l'intimité d'une vie entière dans le silence porte l'uniforme maculé de sang de ceux qui assassinent sa patrie? Ah, il est hors de question de dévoiler l'issue de cette partie d'échecs mortels. Impossible. L'intensité viscérale et la conclusion foudroyante des dernières pages nécessitent d'être vécues personnellement. Il faut ressentir l'accélération du rythme, le poids de la fatalité. Pour entendre le tout dernier claquement de pierre. La manière dont les trajectoires de ces deux êtres se heurtent laisse une empreinte qui reste gravée. Ça soulève d'ailleurs une ultime question, une pensée provocatrice qui continue de résonner longtemps après avoir quitté l'histoire. Laquelle? Dans un conflit total où chaque individu est dépouillé de son humanité et de ses certitudes, est-ce que la seule façon de remporter la partie la plus importante de son existence, ce n'est pas en fin de compte d'accepter de la perdre ? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.